l'histoire justement de la libération de Jérusalem. Et nous sommes très heureux d'être avec notre ami David Mansour. Bonjour David. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors bien entendu tu es guide dans tout le pays, mais avec une petite spécialité pour Jérusalem peut-être? Oui, une passion on va dire, et donc pas mal de visites à Jérusalem au quotidien. Alors on va parler avec toi, tu vas nous expliquer en fait tout ce qui s'est passé pendant la raison pour laquelle on fête aujourd'hui Yom Yerushalayim, c'est-à-dire la libération de Jérusalem. Et la première question que j'ai envie de te poser, qu'est-ce qu'il y avait ici, là, à cet endroit où on se trouve, donc à quelques mètres du Kotel, qu'est-ce qu'il y avait avant 1967, avant la guerre des 6 jours? Alors comme un bon juif, je réponds toujours par une question, par une autre question. Il faut peut-être remonter un tout petit peu avant, se rappeler que les Anglais partent en 1946 de la région, après 30 ans de mandat où ici il y avait un petit mur avec 1 mètre de largeur pour pouvoir y venir. Et après on arrive, quand les Anglais partent, à un plan de partage de la région. C'est le fameux 29 novembre 1947 à l'ONU, le plan de partage. Et au lendemain de ce plan de partage, qui va être voté positivement pour créer un État juif, Jérusalem devait être international. Il y aurait dû avoir des casques bleus qui assuraient le bien-être de tous les lieux saints pour toutes les religions. Et permettre donc aux Juifs de venir pèleriner ici au Kotel. Exactement. D'accord. Et ça va être tout l'inverse. Au lendemain de ce vote, on rentre dans une guerre civile entre des Arabes et des Juifs. Ce n'est pas encore des pays. Il y aura à peu près 6 mois de guerre comme ça, jusqu'au 14 mai 1948, que David Ben Gurion proclame l'indépendance d'Israël à Tel Aviv. Jérusalem est occupée, on ne peut pas s'y approcher, monter dans la montée de Jérusalem à cause des Jordaniens. Et au lendemain de cette création que David Ben Gurion fait, on rentre dans la guerre d'indépendance d'Israël. Elle va durer 9 mois. Au lendemain de cette guerre, Jérusalem et cet endroit va tomber du côté jordanien, c'est Jérusalem-Est, et nous on sera juste du côté ouest de la ville, vers la porte de Jaffa. Donc Jérusalem est partagée à partir de ce moment-là en fait. Divisé en deux. Divisé en deux. Comme Berlin, un mur au milieu à certains endroits, un grillage dans d'autres, aucune connexion, aucun touriste qui est venu avant la guerre des 6 jours n'a pu traverser et passer du côté israélien et jordanien. Un chrétien n'a pas pu aller prier dans les lieux comme le Saint-Sépulcre qu'on aperçoit aussi derrière. Un musulman n'a pas pu aller à la mosquée Al-Aqsa, et un juif bien sûr n'a pas pu aller au mur des lamentations. Est-ce qu'au niveau diplomatique, politique, on essaye quand même de récupérer justement cet endroit et de faire de Jérusalem une ville, comme cela a été prévu par ce plan de partage, une ville internationale? L'ONU est faible, elle vient juste d'être créée depuis 1 an et demi après la Seconde Guerre mondiale. Elle se satisfait de ce qu'il y a, elle vient avec des casques bleus qu'elle met tout le long du côté jordanien et israélien. Et Israël essaiera, mais il n'y aura pas grand-chose à faire. On va même voir notre quartier, le quartier juif, se faire raser en quelques semaines. La grande synagogue, la Khourva, exploser. La grande synagogue Tiferet Israël, exploser. Donc plus aucun signe juif dans la vieille ville de Jérusalem. 2400 ans de présence juive de ce quartier sont rasés. Et notre chance peut-être, c'est que le quartier va rester un quartier inhabité. Ils ne vont pas reconstruire. Et ça va nous attendre pendant 19 ans. Alors pendant 19 ans, on arrive donc en 1967 et la guerre éclate. Est-ce qu'au début de la guerre, on prévoyait, en ce que les politiques, le gouvernement, l'armée prévoyaient la libération de Jérusalem? C'était dans l'esprit. L'an prochain à Jérusalem, le président de la Knesset symbolique, le président de l'époque, Ben Zvi, a mis son bureau au-dessus du tombeau du roi David. Il y a encore jusqu'à aujourd'hui le bureau du président, Cheder Anassi. Elle est ouverte le lundi de mémoire en matinée, et il recevait là-bas tous les consuls, tous les diplomates, et il leur disait, voyez, c'est l'endroit où moi, le numéro 1, le président, je peux être le plus près de la vieille ville, du mur des lamentations, du Kotel. Un jour on reviendra. C'était le message, mais on ne savait pas si un jour on reviendrait. Entre les deux, il y a eu quand même des problèmes, pas mal d'incursions avec les Jordaniens. Au nord d'Israël, on a les Syriens qui nous détournent l'eau qui est notre survie. Ils étaient jusqu'à peu près le lac de Tibériade. On a le canal de Suez qui est bloqué en 1956 par les Égyptiens. Plein de choses pour essayer de nous asphyxier. À chaque fois, on fait une guerre et on essaye plus ou moins de se maintenir dans la région, mais on est loin encore de savoir qu'un jour il y aura Jérusalem qui nous reviendra. Donc il y a plusieurs fronts, on a parlé du front du Golan, du front de la Syrie, du front avec l'Égypte bien entendu aussi, et puis il y a le front jordanien. En fait, on se trouve ici à la frontière jordanienne. Où on est assis toi et moi, c'était la Jordanie.
toute la Cisjordanie, côte Jordanie, était rattachée à la Jordanie. Israël faisait 14 km de largeur, on va dire, des fois 16, 17, de Netanya en face, Tulkarem, de Tel Aviv. C'était vraiment tout petit, très dur à gérer. Et on va arriver à juin 67. Et là, en juin 67, c'est les Égyptiens qui commencent à menacer. On sent des choses qui se passent. Ils vont contacter l'ONU. Et c'est mes fameux casques bleus qui étaient vraiment en train de faire zone tampon entre Israël et l'Égypte vont être retirés en moins de 24 heures. Nasser dit, vous me retirez les casques bleus, sinon j'en fais de la chair à pâté avant que j'arrive aux Israéliens. Et jusque-là, on pensait toujours never again, plus jamais, l'ONU sera toujours derrière nous pour nous aider. Et là, on commence vraiment à avoir peur. Peur, ça veut dire qu'on commence à préparer les stadions de Ramat Gan comme un endroit d'urgence qui sera pour enterrer un cimetière géant pour des dizaines de milliers de personnes, on pense. On rentre vraiment dans une période où on pense vraiment que ça va se passer des choses. Il y a un contrat qui est signé entre l'Égypte et la Jordanie décide de céder à l'Égypte et de donner que leur chef d'état-major sera égyptien. Pour nous, ça nous fait peur encore. Ça veut dire que la Jordanie va rentrer dans le conflit, peut-être même le Liban, peut-être même la Syrie. Et on voit même d'autres pays se mobiliser comme, qu'on n'aurait jamais pensé, l'Irak, le Soudan, le Koweït et l'Algérie qui disent qu'ils vont envoyer des troupes, des soldats pour conquérir peut-être... Donc tout ça, c'est la veille du début de la guerre des 6 jours. La guerre éclate. Qui attaque? Toujours la question de mes touristes, c'est David, vous dites que vous êtes fait attaquer par 3 pays officiels, l'Égypte, la Jordanie et la Syrie. Avec le Liban, on a dit l'Irak, l'Algérie qui envoient des troupes. Mais en vérité, c'est qui a attaqué? En vérité, c'est nous qui avons attaqué. Quand on commence à comprendre qu'il y a des tanks un peu qui se rapprochent partout, qui sont tous avec le sourire, qui vont rayer, que la fameuse chanteuse égyptienne, tu te rappelles de son nom? Oulkamsoum. Je sais pas si on peut. Peut-être. On parle en général que de personnes positives vers le cocktail, mais en tout cas, elle chante une chanson. On va égorger les Juifs. À la fin, on comprend qu'il va se passer quelque chose. On est en stress total, et à la fin, on décide que ce soit nous qui attaquions. Et au lever du soleil, le 5 juin 67, on cloue au sol toute l'aviation égyptienne. Qui a été surprise, en fait. Surprise. Jamais ils auraient pensé qu'Israël l'attaquait. Notre plus grand allié à l'époque, avant la guerre des 6 jours, c'est la France. C'est ni les États-Unis ni la Russie. Les États-Unis sont plus neutres. La Russie sont à fond avec les pays arabes. Et la France nous dit surtout n'attaquez pas. Et après, il y aura la fameuse phrase de Gaulle. Comment vous êtes venu d'un peuple soumis à devoir être les attaquants? On attaque et là, ça va changer les données. En moins de 48 heures, on a récupéré tout le désert du Sinaï de l'Égypte. À lui tout seul, il double la superficie de l'État d'Israël. Petite parenthèse, on le rendra 8 ans plus tard pour faire la paix avec le premier pays arabe qui accepte de faire la paix. Et après, on arrive au front de Jérusalem. Alors quand les premières troupes israéliennes de l'armée israélienne arrivent à Jérusalem, en fait, dans ce qu'on appelle Jérusalem-Est. Exactement. On était du côté ouest de la ville. Dans la nuit du 2e soir, quand on a gagné déjà l'Égypte, il y a une réunion spéciale qui se fait. Il faut relever Menachem Begin, qui sent qu'il va y avoir un cessez-le-feu déjà à l'ONU. Il demande les États-Unis et la Russie. Pas du tout, un jeune auxiliaire qui aide comme ça. Il demande au fameux président, Premier ministre Eshkol, de faire une réunion d'urgence. Ne peut pas arriver Moshe Dayan, ministre de la Défense. Il y avait Uzi Narkis, il y avait d'autres personnes, Yitzhak Rabin. Et à la fin, on décide, est-ce qu'on attaque le côté Est? On dit oui, on va se rapprocher. Et on va surtout aller autour de la vieille ville. En aucun cas, on ne rentre dans la vieille ville parce qu'en fait, on a peur pour les lieux saints. On se dit si, par exemple, un mauvais obus israélien fait tomber sur un lieu saint chrétien ou musulman, ça peut être une presse internationale où on va se faire sanctionner. Donc le but, c'est de les Qatar, on dit, couronner la vieille ville et attendre que les Jordaniens disent on se rende. À la fin, ça ne sera pas comme ça sur le terrain. On se rappelle tous de ces fameuses images de ces premiers parachutistes qui arrivent au Givat Atar Moshe, ils arrivent par le côté est de la ville, ils descendent jusqu'au mont des Oliviers, ils sont là-bas, ils descendent jusqu'à l'hôpital Victoria, c'est la limite. Mais alors, ils ne rencontrent pas de résistance du tout? Non, des combats corps à corps. On perd plein de soldats à Givat Atar Moshe, des choses sanglantes, on perd beaucoup de soldats israéliens, on arrive à gagner à chaque fois, on avance petit à petit, et là il y a le feu vert qui est donné, on va rentrer dans la vieille ville. On sent que le cessez-le-feu, la pression qui va être faite par Israël doit arriver à Israël par l'ONU, va être fait vers minuit, 1h du matin. Et là, il y a quelques heures pour conquérir la vieille ville.
Alors donc il y a la troupe de Jérusalem, Khativat Yerushalayim, qui eux arrivent par la porte qui est juste ici à côté de nous, la porte des immondices, et ils vont aller vers le côté arménien et le côté du quartier juif. Et il y a les fameux parachutistes, l'unité de Motagour, l'unité 55, Khativa Hamishim Vechamesh. Je ne pense pas qu'ils étaient tous tunisiens, mais en tout cas ils y croient dur vraiment, et ils vont arriver par le mont des Oliviers, descendre Gethsemane pour ceux qui connaissent, remonter la porte des Lions. Donc derrière nous en fait. Juste derrière nous, et par là ils vont arriver, ils montent sur le mont du Temple. La phrase de Motagour, le chef, le mont du Temple est entre nos mains, Arabait Beyadenu, et après ils commencent à rechercher le Kotel et à redescendre petit à petit. Arrivent tout de suite sur les lieux en quelques minutes, vont arriver après Moshe Dayan, Yitzhak Rabin, Uzi Narkis. On se rappelle cette fameuse photo où ils arrivent. C'est pas eux qui ont vraiment combattu. Moshe Dayan jusqu'à quelques heures était vraiment contre. Arrivés, en fait. Mais ils arrivent, les soldats arrivent. Moshe Dayan était contre en fait. Il ne voulait pas du tout conquérir la vieille ville. Il avait peur des réactions internationales. Il s'est dit, réactions internationales, on va trop loin, mais à la fin on est poussé dans l'euphorie, on est poussé par peut-être 2000 ans d'attente, par cette frustration qu'on a une Jérusalem qui est une capitale, on a la Knesset qui est déjà là, et on n'a même pas le Kotel entre nos mains pour faire quelque chose de classique aujourd'hui comme une bar mitzvah. Arrive aussi une personne qui va être une personne clé de cette guerre par derrière, c'est bien sûr le Rav Shlomo Goren, grand rabbin de l'armée. Lui, il était en direction du Sinaï. Quand il reçoit, ça y est, on a gagné vers les Égyptiens. On remonte à Jérusalem. L'anecdote est intéressante. Il vient à Jérusalem, il va chez son beau-père, qui est pas moins que le Nazir, le Rav David à Cohen. Et il prend chez lui un chauffard qui appartenait à un autre Rav, David à Cohen, Sliki, qui était pas moins qu'un Rav d'Algérie, on va dire, qui un jour avait dit en 1897, devant un congrès entre interreligieux, devant des Arabes, il a dit « Dans 70 ans, en 1897, les Juifs auront un État et auront Jérusalem en fait. Comme capitale. » Il se fait presque lyncher là-bas, il s'en sort, il est pas tué. Son fils fait son allié avec ce fameux chauffard qui appartenait à son papa. Et un jour, il veut raconter l'histoire au Rav Goren. Il dit, tu sais qu'il a dit mon père, et c'était un grand kabbaliste, dans 70 ans, on aura un État juif avec Jérusalem. Je veux t'offrir ce chauffard, tu es quand même aumônier de l'armée d'Israël. Un jour, c'est peut-être toi qui... Il l'accepte pas, il dit, comment il s'appelait ton papa? Il dit, le Rav David à Cohen, il dit, c'est comme mon beau-père, le Nazir. On va le mettre chez mon beau-père, il sera là-bas le chauffard. Et le Rav, quand il rentre dans Jérusalem, quand il revient du Sinaï, il passe chez son beau-père, il prend un petit Sefer Torah avec lui et il prend le chauffard parce qu'il se dit il y a quelque chose qui va se passer. Et il arrive, cette fameuse image donc, du Rav Goren. Il se colle à Motagour et au parachutiste, alors qu'il n'est pas du tout dans le coup. Le Rav Goren, il a été parachutiste, mais il n'était pas. Et il rentre avec lui, ils arrivent devant le Kotel, et là on se rappelle des images où tout de suite il fait sonner le chauffard. Il fait le Shechianu, il fait le Hallel avec Bracha, et là il y a des images très fortes, et voilà. Il y a une question qui se pose quand même à ce moment-là, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec le Harabaïd? Qu'est-ce qu'on fait avec le Kotel? Le Rav Goren, il va toujours de l'avant, il double un peu tout le monde, il monte là-haut, il met là-bas un drapeau d'Israël sur le grillage, et à la fin du cours, Moshe Dayan arrive, il y a un peu d'énervement. Tu me retires, je ne sais pas s'il dit Rav Goren ou Goren, tu me retires le drapeau. Il dit moi je retire rien, si tu veux tu le retires. Toi demande, on est arrivé ici là-haut, il y a Motagour qui rajoute une couche, il n'est pas du tout religieux mais il dit en vérité c'est vrai, c'est le monde du temple qu'on a appris depuis tout petit qui est important pour nous et pas le mur des lamentations. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une discussion à la fin. On connaît la suite, Moshe Dan redonnera les clés au Moufti, on essaye de faire tout dans la transparence et le Rav Goren continue. À l'avant de la tombée de la nuit, il est déjà à Bethléem pour libérer le tombeau de Rachel qui est sur le bord de la route, libéré, c'était un tombeau comme ça. Et le lendemain matin, il arrive jusqu'à Hebron et là-bas il ne se fait pas avoir une deuxième fois. Il rentre le premier avec son chauffeur dans la Casbah de Hebron, il va à la Marat Marpella, le Moufti qui est à l'intérieur de Hebron, il ne veut pas lui ouvrir, avec son arme personnelle il tire sur la porte, il y a encore des traces de balles quand je guide mes touristes et que je leur montre, et là-bas il reçoit les clés, il met directement un Sefer Torah, il dit c'est une synagogue, et il y aura la suite où il va encore se mettre mal avec Moshe Dan, et il met un drapeau aussi sur le toit. Ce drapeau il l'aura même pas,
il prendra un drapeau blanc des Égyptiens qui se sont rendus avec des drapeaux blancs aux fenêtres, il prendra l'huile de son moteur de sa Jeep, il dessine un drapeau, il le met là-haut, et là il dit, ça c'est le tombeau des Havot, de Avraham Yitzhak, ça va rester. Et des fois aujourd'hui on est le jour de Yom Yerushalayim, on est tous, il y a toute la jeunesse qui est là, mais on oublie que le lendemain on a libéré aussi encore d'autres lieux, comme le tombeau de Rachel, comme le tombeau des patriarches, où on peut aller aujourd'hui faire des slichot une fois par an, toutes les écoles vont là-bas faire des visites, le tombeau de Joseph, où on va, Yosef Hatzadik plus difficilement, mais cette guerre des 6 jours, elle a changé le destin de Jérusalem et du peuple juif. Après cette guerre des 6 jours, donc je veux dire au lendemain de cette guerre des 6 jours, comment les Israéliens ont réagi? Est-ce qu'ils se sont rendus par milliers ici à Jérusalem pour voir le Kotel? Il y a la queue. Tout ça, c'est des terrains vagues, c'est de la poussière, comme vous raconteront les pionniers qui sont venus. Après, il n'y avait rien du tout. Israël, il y avait un quartier qui était jusqu'à 1 mètre du Kotel, 1 mètre, qui était collé, des gens habitaient et un de leurs 4 murs c'était le Kotel. Je ne sais pas si la Shrina était à la maison chez ces Jordaniens pendant 10 ans, mais c'était comme ça. C'est le quartier des Mougrabim, maghrébiens, d'accord, ils sont venus, c'est quand il y a eu des rapprochements à l'époque du sionisme, et donc il y a des gens qui viennent aussi des pays du Maghreb, et donc du coup la première décision qu'Israël donne, c'est de raser tout le quartier, de repeupler ces familles-là vers d'autres quartiers, Chouafat et d'autres encore. Et pour le coup, c'est la seule fois où on a fait déplacement de population après la guerre des 6 jours. Tous les autres, on a gardé les Arabes du côté est de la ville, Abou Tor, tout ça. On leur a donné la nationalité israélienne, on le sait. Toute la vieille ville, le quartier, le Rova Mouslami. Là, ici, on repeuple le quartier en faisant en vérité cette grande esplanade qui est en face de nous. Et on décide que ça sera l'endroit symbolique pour faire toutes les cérémonies officielles. C'est ici que les soldats jurent fidélité à l'État d'Israël, c'est ici qu'ils reçoivent la Massa Kumta, qui font toutes sortes le béret, toutes sortes de cérémonies. C'est là qu'il y a le jour du recueillement du soldat, le jour de Yom HaZikaron, on sait. Et donc on fait cette esplanade, le quartier juif n'existe pas, et on va commencer véritablement à le reconstruire. Pour être aujourd'hui ce qu'il est aujourd'hui. Donc, une des 4 facettes de la vieille ville de Jérusalem, il y a un quartier musulman, un quartier arménien, un quartier chrétien et un quartier juif. Et il y a surtout cette ouverture d'esprit qu'il n'y a jamais eu. Tu t'es baladé encore ce matin, tu as vu, il n'y a pas que des juifs qui viennent pour le jour d'Yerushalayim. On a dépassé tous les chiffres touristiques pour l'année 2018. 4 millions de touristes qui sont venus. Il y a encore 1 an et demi, on était à 1,7, 1,8 millions de touristes. Ça, c'est parce que vraiment, on a réussi à faire cette ouverture d'esprit. Tout le monde vient à Jérusalem et c'est tout nouveau, ça. Pour terminer, David, l'endroit dans la vieille ville de Jérusalem que tu préfères, que tu aimes le plus? À part le Kotel. À part le Kotel, c'est trop simple. Je pense que c'est vraiment cette porte de Jaffa où on voit vraiment, quand je retrouve mes touristes, cette ouverture d'esprit, des gens qui viennent de tous les horizons, de toutes les couleurs, des touristes avec les yeux qui brillent, avec le trait qui est par terre pour ceux qui regarderont, qui était la ligne verte, le mur qui séparait, qui faisait que Jérusalem était divisée en 2. Et là, j'explique qu'on a réunifié Jérusalem, qu'on en a refait la capitale unique, réunifiée, éternelle du peuple juif, avec le respect de ces minorités et de tous ces touristes. Et autour de nous, on voit toutes ces personnes de toutes les couleurs. Et là, les touristes, ils comprennent. Ils disent, ah ouais, c'est vrai qu'on est au Moyen-Orient, la petite démocratie, Israël a fait quelque chose d'extraordinaire. Et là, tout d'un coup, on dit, la Simone, il tombe. Ils comprennent véritablement qu'en 50 ans, on en a fait du chemin à Jérusalem. Et c'est aujourd'hui la fête de Jérusalem. Et nous allons, merci David d'être venu nous parler de cette histoire de Jérusalem et de cette libération de notre capitale. Et nous allons continuer, nous, dans notre parcours dans Jérusalem, et nous allons, dans quelques instants, recevoir des pionniers, puisque nous serons avec Yosef et Léa Attali, qui habitent à Jérusalem depuis déjà 1975. ירושלים של זהב ושל